Madame, Monsieur, bonsoir. Sommet de l'Union africaine, au menu de questions d'actu ce soir. L'institution panafricaine tient en effet son 36e sommet les 18 et 19 février dans son siège à la capitale éthiopienne Addis Abeba. À la veille de cet événement, nous faisons ce soir le point avec nos experts sur l'efficacité des réponses de l'UA face aux défis multiples qui se dressaient déjà dans le passé devant les 54 pays du continent et sur les nouveaux défis mondiaux qui bousculent plusieurs équilibres stratégiques continentaux d'ordre sécuritaire, alimentaire, climatique ou encore migratoire. L'occasion de rappeler que cette année coïncide avec le 6e anniversaire du retour du Maroc à l'Union africaine, créant de fait une nouvelle dynamique au sein de cette union. Une dynamique orientée vers la coopération sud-sud sous la haute sollicitude de Sa Majesté le roi Mohamed VI et qui, à l'inverse de la politique de la chaise vide, donne du fil à retordre aux rares détracteurs au sein de l'institution africaine et en dehors aussi. Quel bilan factuel à cette dynamique et quelles sont les perspectives à suivre? Réponse donc dans cette émission. Par ailleurs, l'autre actualité importante relative à ce 36e sommet de l'UA, c'est la prochaine présidence de l'institution qui sera assurée après le Sénégal par les Comores. Et cela tombe bien. Sous quels auspices s'annonce cette présidence? Cela tombe bien parce que nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'ancien chef de la diplomatie comorienne. Il est avec nous par Zoom depuis Paris. Excellence Fahmi Saïd Ibrahim El Massili et Yavo. Bonsoir madame, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Bonsoir. Et commenter l'actualité. Marhaba et Yavo, c'est en chikomori, donc en langue des Comores, c'est bonsoir ou bonjour. Alors, je rappelle aussi que vous avez été ancien ministre d'État chargé de la justice, des administrations publiques et des affaires islamiques et des droits de l'homme, plusieurs fois député. Vous êtes également avocat au barreau de Moroni. Et encore une fois, mes remerciements à vous de répondre à nos questions et de vous joindre à nous depuis Paris ce soir. C'est un devoir pour moi. Merci à vous. Et nous avons également avec nous sur le plateau, cette fois, professeur Mohamed Chkroundi, enseignant-chercheur à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir, professeur Chkroundi. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Un plaisir toujours renouvelé de vous accueillir. Et bien évidemment, c'est une joie et aussi pour enrichir ce débat davantage avec nous, professeur Zakaria Abou Dahab, professeur de relations internationales à la même université, l'Université Mohamed V de Rabat. Professeur Abou Dahab, toujours un plaisir. Bonsoir, madame Ihsan. Alors, avec cet anniversaire du retour du Maroc au sein de sa famille africaine, je vais commencer par citer un extrait du discours prononcé ce 31 janvier 2017. C'était à Addis Abeba, un moment empreint de beaucoup d'émotions. Je vais citer cet extrait de Sa Majesté le Roi à cette occasion. Nous invitons avec enthousiasme les nations africaines à s'associer au dynamisme de notre pays, à donner un élan nouveau à notre continent tout entier. C'est la voie de la solidarité, de la paix, de l'union que mon pays a choisi. Nous réaffirmons notre engagement en faveur du développement et de la prospérité du citoyen africain. Nous, peuple d'Afrique, avons les moyens et le génie et nous pouvons ensemble réaliser les aspirations de nos peuples. Fin de citation. Une nouvelle dynamique, donc, professeur Abou Dahab, a été enclenchée avec ce retour du Maroc à l'Union africaine. Quel bilan de cette dynamique, notamment sur des valeurs que partage le Maroc avec l'ensemble des pays africains, celui de la paix et de la sécurité? C'est un bilan très positif. Il faut dire que le Maroc s'est inscrit dans une trajectoire. Depuis donc 2017, néanmoins, il n'a jamais quitté l'Afrique, bien entendu, quand bien même il était contraint de se retirer de cette institution en 1984. Il a quand même développé des liens bilatéraux et donc globalement on peut dire que le souffle de départ, pourquoi je dis le souffle de départ? Parce que feu le roi Mohamed V était l'un des bâtisseurs et des fondateurs de cette institution. On s'en souvient. Il y avait ce qu'on appelle le groupe de Casablanca et il y avait le groupe de Monrovia, deux conceptions au sujet de l'approche continentale à activer pour précisément d'abord accentuer et souligner la solidarité qui unit les peuples et les nations africains, donc les deux, et en même temps engager un processus de développement. Il était donc clair que pour nous, l'Afrique est dans l'âme et dans l'ADN marocain.
Aujourd'hui, grâce à la sagacité et à la clairvoyance de Sa Majesté le roi Mohamed VI, il faut le dire, vous l'avez si bien dit d'entrée de jeu, il était ému au moment où le Maroc officiellement est revenu à sa famille institutionnelle. Et non seulement il fallait précisément tenir un discours, mais joindre l'acte ou les actions à ce discours. Et depuis cette date, et on a vu combien le Maroc s'est investi pour d'abord partager son expérience avec des pays de l'Afrique subsaharienne notamment, et engager une dynamique à l'intérieur de cette institution, sur le plan de la migration, sur le plan du développement, nous y reviendrons. Et donc on peut dire précisément peut-être qu'il y a un avant janvier 2017 et un après janvier 2017. Le Maroc est l'un des catalyseurs majeurs de cette organisation continentale. Alors justement, sur cette question, et ce sont des défis, certes, du passé, mais aussi d'aujourd'hui et malheureusement de l'avenir, sur ces deux questions centrales, donc la paix et la sécurité, professeur Chourondi. Donc est-ce qu'on peut, c'est-à-dire, quel est l'apport du Maroc dans ces deux volets centraux et importants, dans ces dynamiques africaines? Quel est le rôle du Maroc dans la paix et la sécurité, pour préserver la paix et promouvoir la sécurité au sein de son continent? Je peux dire qu'en la matière, le Maroc apporte énormément de par son expérience, parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc a accumulé une expérience très intéressante en matière de développement humain, en matière de promotion de la paix et la sécurité, et ainsi de suite. Cette expérience, elle est prête depuis, c'est-à-dire quand elle était dans le bilatéralisme avant de rejoindre l'Union africaine, elle l'a partagée avec les autres pays africains. Et après avoir rejoint l'organisation panafricaine, le Maroc, il veut la partager dans une sphère un peu collégiale, dans une sphère collective, à savoir l'Union africaine. Le Maroc apporte énormément à partir du moment aussi où il ne se contente pas, parce que nous voyons l'échec lamentable essuyé par les approches purement sécuritaires. Parce qu'on ne peut pas promouvoir la paix en Afrique en mettant en avant exclusivement, stricto sensu, c'est-à-dire l'approche sécuritaire. Il va falloir faire preuve d'imagination, et le Maroc fait preuve d'imagination depuis un bon moment en quelque sorte. Donc quand il est revenu à l'Union africaine, il est revenu avec cette expérience en matière de promotion de la paix, et il est revenu avec une autre expérience en matière de développement humain et avec une nouvelle connaissance, parce que le Maroc a accumulé beaucoup de connaissances sur l'Afrique, beaucoup de connaissances sur les problématiques qui affectent le continent. Donc quand il arrive, il propose une espèce de connexion. C'est ce qu'on appelle le triptyque, c'est-à-dire paix, sécurité et développement. C'est-à-dire, si on veut promouvoir la paix en Afrique, il va falloir faire preuve d'imagination. C'est-à-dire, il va falloir penser aussi à l'amélioration des capacités. Il va falloir penser à la promotion aussi du développement humain. C'est comme ça qu'on arrive à venir à bout de la vulnérabilité. Parce que parfois, comme je le dis souvent, c'est-à-dire la pauvreté se nourrit de la vulnérabilité. La vulnérabilité nourrit la pauvreté, et ces deux phénomènes nourrissent tout ce qui est insécurité en rendant les populations fragiles. Et donc, le Maroc, il arrive avec cette expérience, et on le voit quand on essaye de ventiler, quand on essaye un peu d'analyser les conventions signées entre le Maroc et les autres pays africains, on voit l'importance de cet aspect multidimensionnel des conventions. On voit l'omniprésence de l'aspect développement humain. C'est pour ça que quand on essaye d'interroger les relations entre le Maroc et les autres pays africains, nous avons tendance à dire attention, ce n'est pas une approche purement intéressée, ce n'est pas une approche comme par le passé. Comme si on était en train de revisiter le passé, le XIVe siècle, le XVe siècle. Il n'y avait pas que l'approche purement, c'est-à-dire économique. Dans l'approche économique, il y avait aussi une autre dimension religieuse, une autre dimension culturelle, et ainsi de suite. Et donc, c'est ce que fait le Maroc en ce moment. C'est-à-dire, quand on analyse les conventions, on voit l'importance du développement humain. On voit l'importance d'amélioration des capacités. On voit l'ensemble des projets qui sont inaugurés au Gabon, au Sénégal, au Mali, par rapport à tout ce qui est amélioration des capacités, par rapport à tout ce qui est intervention, c'est-à-dire pour renforcer les capacités des jeunes, et ainsi de suite. Donc je pense qu'en la matière, le Maroc apporte énormément. Et pour en finir, nous avons vu un peu l'initiative qu'il a prise en prenant la présidence du Conseil de paix et de la sécurité. Le Maroc a réuni à Tanger ce que l'on appelle une conférence politique qui a réuni un ensemble pour coordonner les efforts de plusieurs instances, on va dire, panafricaines. Il y avait l'Union africaine, il y avait le Conseil de paix et de sécurité. Donc voilà, il y avait le Conseil de paix et de sécurité, l'Union africaine, et je pense qu'il y avait aussi le NEPAD. Donc l'objectif, c'était de dire, quand on s'intéresse à la promotion de la paix, il ne faut pas avoir présente à l'esprit seulement l'idée comme quoi la paix, on va la résoudre avec une intervention militaire. Cette approche est complètement dépassée, loin s'en faut, obsolète, et le Maroc
il veut faire preuve d'imagination et il est en train d'obtenir gain de cause parce que les conclusions de ce que l'on appelle l'appel peut-être de Tanger, c'est-à-dire ils seront discutés lors de conseils exécutifs et lors de la conférence des chefs d'État, des chefs de gouvernement et d'État africains. Nous y arrivons. Excellence, Monsieur le Ministre El Masseli. Alors, du point de vue comorien, donc, professeur Chouroundi nous a bien détaillé l'importance de cette coopération, notamment avec certains pays de l'Afrique de l'Ouest, que l'on penserait historiquement très proche du Maroc de par la proximité géographique. Alors, du point de vue comorien, et là nous sommes de l'autre côté de notre continent africain, comment ce retour a, selon vous, selon votre perspective, a impulsé une nouvelle dynamique dans cette institution panafricaine? Très honnêtement, je pense qu'il y a un discours fort qui a été marqué par Sa Majesté Mohamed VI, mais qui corrobore aussi, ou qui est corroboré aussi par la politique menée par le Maroc en Afrique. Au-delà des pays à proximité géographique avec le Royaume, le Maroc coopère aussi avec des pays encore lointains dans le continent, notamment le Kenya, Djibouti ou d'autres encore pays avec lesquels le Maroc coopère en matière économique. Et je pense que l'avènement du Maroc, son retour dans l'Union africaine, est une réelle valeur ajoutée dans l'institution de l'Union africaine, parce que aujourd'hui, il est incontestable que le Maroc recèle de potentialités dans des domaines techniques et variés, notamment sur les secteurs bancaires, comme ça a été dit, ou dans les engrais, on a eu l'occasion de le dire. Le Maroc a eu l'intelligence aussi de miser dans la transformation de la matière première, qui a permis aujourd'hui l'office du phosphate, par exemple, ne pas exporter uniquement des minerais, mais transformer des engrais. Aujourd'hui, il me semble que Sa Majesté a annoncé au Gabon un don important d'engrais au Gabon. Ça rentre dans cette coopération souhaitée. Et je crois que le Maroc aussi, aujourd'hui en tout cas, il est beaucoup plus proche des réalités africaines que beaucoup de pays européens à compétences égales. Et je crois que l'arrivée du Maroc aujourd'hui et surtout le leadership que le Maroc est en train de montrer dans des questions majeures. Parce que la déclaration de Tanger, telle qu'elle a été adoptée, elle a clairement mis en exergue la nécessité d'une paix. Or, la paix ne peut pas venir si il n'y a pas les conditions, notamment la sécurité, et sans cette réunion de la paix et de la sécurité dans un pays, et le Maroc est très bien placé parce que le Maroc a montré aussi qu'il était capable de maintenir un pays stable dans la paix, la prospérité économique qui en est découlée. Il n'y a pas de développement politique stable, il n'y a pas de développement économique imaginable s'il n'y a pas la paix et la sécurité. Et là, le leadership marocain est en train d'accomplir son œuvre parce que cette déclaration de Tanger a visé juste, surtout dans un contexte aujourd'hui où il y a des velléités dans l'Afrique, de poches, de difficultés, de conflits qui risquent de mener à bien justement cette stabilité africaine parce qu'elle est la condition effectivement indispensable pour que l'Afrique puisse penser à s'enrichir en transformant, en créant des industries manufacturières et de services pour enrichir la nation africaine. Et comme vous l'avez annoncé, madame, effectivement, les Comores ont cette chance et l'opportunité aujourd'hui de présider l'Union africaine. J'espère et je suis convaincu que les Comores, la présidence comorienne, va faciliter la réalisation de ces ambitions qui sont les ambitions des enfants de l'Afrique, au premier rang desquels aujourd'hui nous citons Sa Majesté Mohamed VI, parce qu'il a tenu des propos justes et opportuns dans le contexte africain aujourd'hui. Il est impossible de penser développement sérieux et évolution de nos sociétés, de nos pays, de l'Afrique tout entière dans une intégration acceptée sans une paix durable. Cette déclaration est vraiment à saluer, celle de Tanger qui a eu lieu il y a quelques mois.
Il est inenvisageable de parler de coopération sans des valeurs, Excellence, Monsieur El Masseli, sans des valeurs partagées. J'aimerais bien que vous nous parliez davantage des valeurs que partagent le Royaume du Maroc et les Comores. Quelles sont justement ces valeurs-là? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des prérequis pour le développement, mais il y a aussi des prérequis indéniables pour la coopération. Quels sont-ils entre ces deux pays? Le domaine de coopération, notamment avec les Comores, moi j'ai pour mémoire d'emblée, je pense, quand moi-même j'étais ministre de la Justice et des Affaires islamiques, j'ai vu l'apport incontestable du Maroc dans le domaine de la formation des oulémas, parce que le Maroc a montré qu'il était capable d'imposer un islam original, cet islam qui est respectueux des valeurs humaines, humanistes, que malheureusement, en Occident, il y a un malentendu. Certains Occidentaux ont eu une mauvaise image de l'islam. Et le Maroc, et grâce au Maroc, le Maroc a rendu cette image de cet islam apaisé, de cet islam humaniste, et les Comores en bénéficient, à l'instar de beaucoup de pays, même occidentaux, qui aujourd'hui envoient des imams être formés au Maroc, et ils rentrent et exercent leur métier avec cette vision qui a toujours été celle du royaume marocain. J'aime à le rappeler que le passé marocain est éloquent parce que, en termes de valeurs religieuses, il a montré que même les Juifs, j'ai eu à le dire devant votre plateau, les Juifs, quand ils étaient persécutés en Espagne il y a plusieurs siècles, c'est au Maroc, se sont réfugiés. Ils sont devenus des Marocains jusqu'à maintenant. Quand dans la Deuxième Guerre mondiale, le peuple juif a été persécuté en Europe, et a pensé à fuir en premier justement au Maroc. Donc il y a une tradition dans la famille régnante du Maroc, il y a une tradition de donner protection aux différentes confessions, notamment juives ou chrétiennes, dans ce message en réalité originel de l'islam, qui est la protection et le respect de la différence, de la tolérance. Et le Maroc a incontestablement beaucoup apporté. J'ai voulu marquer cette coopération parce que pour moi elle est fondamentale, ces valeurs humanistes, ces valeurs de tolérance, que le Maroc aujourd'hui est devenu incontestablement champion dans le reste du monde, en tout cas dans le continent africain. Il y a bien de domaines aujourd'hui. Le secteur bancaire, aujourd'hui, le Maroc n'a plus rien à prouver. Dans beaucoup de pays jusqu'à l'est de l'Afrique, Tanzanie, Comores, Madagascar, des banques marocaines s'installent, donc ils apportent ce savoir-faire. Justement, alors que beaucoup de groupes occidentaux sont en train de quitter, le Maroc est en train de suppléer, et tant mieux, parce que cette volonté de Sa Majesté Mohamed VI de favoriser cette coopération sud-sud, je pense qu'elle est une bonne chose, parce que c'est une condition pour une intégration réelle. Malheureusement, dans nos pays, l'Union africaine a beaucoup misé sur la relation au sommet des chefs d'État. Elle a oublié aussi de miser sur la coopération, notamment économique, l'intégration économique, la mutualisation des moyens de production. Exact. Et là, le Maroc est en train de le faire concrètement dans la banque, l'industrie pharmaceutique. Là, nous venons de traverser la crise du Covid. On a vu comment l'industrie marocaine a su se mobiliser et à produire le vaccin, et comment il a pu livrer et soutenir des pays frères africains. Absolument. Sans parler, bien sûr, dans les enjeux. Qui était une exception sur le continent. Qui était une exception sur le continent. Toutes les aides qui ont été distribuées aux pays frères en Afrique, justement, par le Royaume du Maroc. Alors, nous nous apprêtons donc à vivre ce 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Alors, contextualisation, nul besoin de rappeler tous les challenges qui aujourd'hui sont une réalité pour le monde entier. L'Afrique ne fait pas exception, bien au contraire. Les pays africains subissent de plein fouet les impacts directs et indirects des crises géopolitiques dans le monde. Compte tenu de tout cela, messieurs, avec moi sur le plateau, pourquoi
ce sommet est important? Pourquoi ce 36e sommet, en l'occurrence, est important? En dehors du fait que ce sera l'occasion pour les Comores d'en prendre la présidence de cette Union africaine, comme l'a rappelé Excellence Monsieur El Masseli. Professeur Aboudahab. Commençons d'abord par la conjoncture mondiale. Aujourd'hui, sur le plan géopolitique, c'est un secret de polichinelle de dire que les crises successives avaient lourdement impacté le continent africain qui, lui, est déjà un continent fragmenté, contrasté. Il y a beaucoup de dissemblances, mais il y a des points de convergence, ça on le sait. Il est également frappé de plein fouet par la crise énergétique et également des géographies qui sont également contrastées. Des pays enclavés, qui n'ont pas d'accès au littoral, des pays les plus gravement touchés par la crise, très endettés, exposés à des vulnérabilités, etc. Mais 2023, c'est également une date charnière parce que c'est 10 ans après 2013, au moment où l'Union africaine avait lancé ce qu'on appelle l'agenda 2063. Et donc, nous sommes dans les approches mondiales en termes de decades, comme on dit, c'est-à-dire décennales pour évaluer des programmes déjà qui ont été lancés en grande pompe. Et en même temps, c'est un moment d'évaluation. Il faut dire que le programme est extrêmement chargé, parfois même, et on pourra le dire qu'on met la barre très haut. Néanmoins, sur le plan de l'implémentation et de l'opérationnalisation, il y a beaucoup à faire en termes d'effectivité, etc., etc. Un tournant également, vous l'avez si bien dit, cette date de 2023, je crois, elle est aussi marquée par des changements structurels au niveau de notre continent. On a vu des pays qui cherchent plus ou moins de se démarquer, de se détacher d'une relation plus ou moins coloniale. Je ne les citerai pas, ils sont connus. Et également, il y a encore des zones qui sont chrysogènes. Puisque vous parlez de cela, c'est comme un nouvel ère d'indépendance qui souffle sur le continent africain. Je mets indépendance entre guillemets, Oui, c'est bien vraiment pas au sens figuré, bien, pas du tout cela, mais au second degré, si on peut l'appeler ainsi. Et justement, juste parmi les dernières déclarations de Macky Sall en tant que président de l'Union africaine sur la guerre en Ukraine, on s'attarde sur nos prises de position. L'Afrique n'a pas à s'aligner. L'Afrique n'a pas à s'aligner. On travaille avec toutes les parties pour la paix, car on est aussi victime de cette guerre. Fin de citation, c'était une déclaration de Macky Sall. Ce n'est peut-être même parmi les toutes dernières en tant que président de l'UA. On utilisera une litote, comme on dit en stylistique, non-alignement sans désalignement. Oui. On va garder des alliances traditionnelles, ça va de soi, parce que nous vivons dans un monde qui est très interdépendant. Et il y a des interactions multiples, mais en même temps, il faut que nous soyons fiers aujourd'hui, et grâce, vous l'avez si bien dit, à l'action in situ de Sa Majesté le Roi, c'est d'encourager cette coopération sud-sud. Et insuffler dans le cadre d'un éveil, je l'appellerais un éveil géopolitique, parce qu'il y a eu un changement générationnel, et aujourd'hui, dans un monde extrêmement interconnecté, intelligence artificielle et j'en passe, que également les populations sont avides d'indépendance culturelle, d'indépendance politique. Ils comprennent mieux et ils savent aujourd'hui où mettre un peu le curseur, mais ils ont besoin également d'être accompagnés. Maintenant, ce qui est intéressant, je crois, c'est de passer à l'action. On a beau entendre des discours qui sont parfois creux, il n'y a pas de contenu. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'agir vite, réfléchir ensuite, conceptualiser. Et je crois que l'Afrique regorge de potentialités humaines, géographiques, en termes de ressources. Il faut donc faire confiance à l'avenir, mais il y a tellement de défis à dépasser. Professeur Chouroundi, vous avez évoqué tout à l'heure le conseil exécutif qui se réunit donc à la veille de ce sommet. Un peu de pédagogie. Quel est le rôle de ce conseil? Quelles sont ses missions et pourquoi cette réunion? Oui, justement par rapport à la gouvernance de l'Union africaine, donc nous avons des institutions, nous avons des organes. Donc, parmi les organes, il y a la conférence des chefs d'État qui joue un rôle très important en matière de prise de décision. Donc, il fixe le cap. Le Conseil exécutif, il prépare, on va dire, c'est-à-dire les décisions qui vont être discutées par la conférence des chefs d'État. Donc, il joue un rôle très important en matière de conception, en matière d'abord d'identification des problèmes et comment, c'est-à-dire les résoudre. Et il soumet tout ça, c'est-à-dire à la discussion de la conférence des chefs d'État. J'aimerais en même temps, c'est-à-dire en parlant des institutions de l'Union africaine, donc il y a, quand on essaie de faire rapidement le bilan, on voit que l'Union africaine a fait un peu de progrès. Ce n'est pas aussi important qu'on aurait souhaité, mais quand même, il a fait des avancées significatives, surtout en matière d'efficacité institutionnelle. Quand nous parlons de l'efficacité institutionnelle, c'est-à-dire on part du principe que l'Union africaine est pauvre
en matière de budget. Il est doté d'un budget pratiquement négligeable, en quelque sorte, quand on le compare au budget de l'Union européenne. D'un côté, nous avons 600 millions de dollars, de l'autre côté, nous avons 150 milliards de dollars. C'est-à-dire le gap est énorme. C'est 125% de plus que... Donc, c'est-à-dire avec ce budget aussi négligeable soit-il, il faudrait à la fois payer les fonctionnaires qui œuvrent pour, c'est-à-dire résoudre les problèmes de l'Afrique et ainsi de suite, pour faire en sorte que les institutions et les organes fonctionnent un peu convenablement et en même temps programmer l'avenir de l'Afrique, c'est-à-dire contribuer à la concrétisation de la vision des pays africains. Et donc, c'est-à-dire... Permettez-moi de remarquer que par rapport au budget, c'est-à-dire les pays africains contribuent, par rapport au budget de fonctionnement, les pays africains ils contribuent à hauteur de 90%. C'est très important. Oui. C'est-à-dire la contribution des pays africains et le Maroc est un contributeur majeur. Il y a 5 contributeurs majeurs dont le Maroc fait partie. Il contribue à hauteur de 15 millions de dollars. C'est significativement important. De l'autre côté, nous avons le budget, tout ce qui est investissement, c'est-à-dire là, la programmation, tout ce qui est infrastructure, ainsi de suite. Là, c'est-à-dire la contribution des pays africains, c'est-à-dire ne dépasse pas les 24%, alors qu'on aurait aimé que ça atteigne au moins les 70%. Pourquoi il faut que ça atteigne les 70% pour avoir une indépendance en matière de prise de décision. Si vous permettez, j'aimerais rapidement revenir au pourquoi de l'importance de ce sommet. Parce que nous vivons un tournant historique en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a des crises qui se multiplient, des crises un peu qui deviennent de plus en plus systémiques. Et ces crises, l'Afrique n'y a pas contribué, mais il les subit de plein fouet. Et donc, pourquoi il est subi de plein fouet? Parce que d'un côté, c'est-à-dire la crise se produit, il a des répercussions ô combien négatives sur les pays africains, et ces derniers ont peu de ressources pour faire face à ces crises. Au même temps, c'est-à-dire pour les pays développés qui sont derrière le déclenchement de ces crises, je parle surtout de la dernière crise géopolitique et ainsi de suite, ils ont une espèce de capacité financière pour lever des fonds, c'est-à-dire pour financer leurs projets, pour faire face aux crises. Tandis que l'Afrique n'a pas les moyens. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? J'ai envie de dire que nous sommes en train d'assister à une espèce de démondialisation. Par démondialisation, il faut voir retour de politique, c'est-à-dire la réintroduction de l'ordre politique pour produire de commun. Il y a une espèce d'instabilité de la coopération internationale. Devant l'instabilité de cette coopération internationale, l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique aussi devient instable. Pourquoi devient instable? Parce que quand la coopération internationale était stable, quand on avait, j'ai envie de dire, une bonne gouvernance mondiale, il y avait des financements. Il y avait une stabilité en matière des stratégies d'investissement. Il y avait une vision par rapport à la stratégie des puissances. Là où l'état actuel des choses, c'est une espèce d'imbroglio. C'est une espèce un peu d'anarchie. C'est-à-dire il y a tout le monde qui s'intéresse à l'Afrique, et il y a tout le monde qui manifeste son intérêt pour l'Afrique, mais d'une manière un peu qui n'est pas agencée. C'est-à-dire il suffit de dire que si par exemple des pays comme la Chine, j'ai envie de dire entre guillemets la Russie, ils semblent avoir une politique africaine, les anciennes puissances, ils sont un peu déstabilisés. C'est-à-dire ils essayent de se redéployer en Afrique moyennant une nouvelle politique. Mais voilà, en fait, effectivement, ils sont déstabilisés et il y a aussi cette jeunesse africaine qui n'est plus sur la même longueur d'onde que le modus operandi ou que les politiques étrangères de ces pays, notamment d'anciens colonisateurs ou aussi l'Occident de manière générale. Bien sûr. Et effectivement, la nature a horreur du vide, peut-être à cause de l'absence effective sur le terrain, notamment dans le développement de ces pays-là. Et bien d'autres pays sont venus et ont trouvé le terrain fertile pour bien s'installer. Mais moi, ma question, vraiment, je ne sais pas, est-ce que vous mettez en avant cette question de budget, de financement? Est-ce là vraiment la priorité des priorités pour cette Union africaine, selon vous? C'est une question pécuniaire? Oui, je peux avoir toutes les volontés du monde pour aller de l'avant, pour devenir indépendant, mais si je n'ai pas les moyens de ma politique, de mon ambition, je continue à dépendre de l'Union européenne à hauteur de 60% quand il s'agit de financer mon budget de fonctionnement, c'est-à-dire les programmes que j'ai planifiés, ainsi de suite. Donc, du coup, je n'ai pas d'indépendance. C'est-à-dire, et après, il y a le problème de la pensée unique. C'est-à-dire, quand c'est l'autre qui me finance, c'est l'autre qui m'impose sa vision. Il y a ce qu'on appelle une espèce de soft power.
Oui. soft power, c'est-à-dire j'essaie d'influencer ta politique par le biais des experts que je vais t'envoyer, et ainsi de suite. Donc finalement, parfois, on a l'impression que l'Union africaine est financée, par exemple, par l'Union européenne, mais le budget que débloque l'Union européenne pour financer l'implémentation des programmes de l'Union africaine, ils vont aux experts européens, en quelque sorte. D'accord. Par rapport aux jeunes, rapidement, je ne monopolise pas la parole, par rapport aux jeunes, c'est un acteur majeur qui est en train d'émerger dans cette gouvernance, surtout que les jeunes, j'ai envie de dire, ils ont la mémoire courte, ils n'ont pas connu l'histoire. C'est-à-dire, ils ne sont pas intéressés par tout ce qui est histoire, par tout ce qui est colonialisme. Tout ce qui les intéresse, c'est d'accéder à leurs aspirations en quelque sorte. Et donc, les jeunes, et surtout que les pays africains investissent dans l'éducation, donc c'est normal que ça génère un capital humain très important, très au fait des choses et qui veut aller de l'avant. Il veut aller de l'avant en matière d'imagination, il veut aller de l'avant en matière de sa capacité à influer sur le processus de gouvernance, sur la manière dont les décisions sont prises. Et c'est ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire au Sahel. Il y a la montée en puissance des jeunes, mais parfois il faut faire attention, parce que comme je le disais tout à l'heure, le contexte devient instable, les politiques de puissance, des puissances aussi. C'est-à-dire il faut que l'Afrique sache ce qu'il veut. Et pour que l'Afrique puisse savoir ce qu'il veut, il faudrait renforcer davantage l'investissement dans la coopération afro-africaine. C'est ce que le Maroc fait depuis. C'est-à-dire, quand j'investis dans la coopération afro-africaine, j'essaie de faire en sorte que l'Afrique négocie à l'unisson. En ce moment... Notamment sur cette question, ne serait-ce que de la ZLECAf, de la zone de libre-échange africaine, où effectivement, il y a beaucoup à dire. Juste avant qu'on en parle, Monsieur El Masseli, alors... Une question, donc aussi d'actualité, comme je le disais dans mon introduction, c'est la prise de la présidence de l'UA par les Comores. Alors, ce sera donc activé à partir de ce 19 février, mais notamment, c'est une chose qui est sûre. Alors, sous quels auspices s'annonce cette présidence, notamment avec tout ce que l'on vient d'évoquer comme changement de paradigme au sein de l'Union africaine, mais dans la géopolitique mondiale de manière beaucoup plus globale? Je pense qu'on le saura dans le discours d'orientation du président comorien à l'occasion de cette prise de fonction. Il annoncera sans doute sa vision de l'Afrique et ses ambitions. Néanmoins, je voudrais peut-être revenir un peu sur ce que disait mon prédécesseur intervenant. Le problème, effectivement, il est aussi un problème de moyens de financement de notre institution. Mais cela est dû aussi à l'incapacité pour l'Afrique de créer de richesses. Les puissances étrangères ont défini pour chacune une politique africaine. Malheureusement, nous, Africains, nous n'avons pas une politique africaine réelle d'intégration du continent. En fait, il nous fait défaut à nous, Africains, une vision d'ensemble globale sur l'avenir de notre continent. Moi, j'aime souvent à le dire, surtout à des jeunes que la Chine qui est, puisqu'on vient de le citer, à population égale à peu près avec l'Afrique, puisque l'Afrique représente 18% de la population mondiale, la Chine représente 20%. La Chine produit 18% du PIB mondial, l'Afrique, on est aux alentours de 3 à 4% de PIB mondial. Donc vous voyez que l'Afrique est aujourd'hui incapable à créer de richesses, d'où la nécessité d'une intégration, parce que de manière isolée, on ne peut pas rivaliser aux ensembles qui se constituent aujourd'hui, la Chine, l'Inde, l'Europe, l'Asie, pardonnez-moi, l'Amérique et l'Amérique latine. L'Afrique a besoin aujourd'hui de parler plus d'intégration. On doit nous ressaisir. 2023 devrait être l'année de la ZLECAf, justement, de l'activation de cette zone de libre-échange africaine. Je pense oui, mais il ne suffit pas d'avoir cette zone de libre-échange. Il faut aussi marquer une vision d'avenir. Et là, le discours de Sa Majesté Mohamed VI s'impose aussi comme
un leadership dans ce sens parce qu'il a posé une vision de cette coopération. Il faut aller encore plus loin et c'est faisable. Quand j'imagine que la Chine, en 1975, avait un PIB de 166 milliards de dollars, alors qu'aujourd'hui, il y a 17 000 milliards de dollars, ça veut dire qu'en 50 ans, on peut muter l'Afrique, mais à condition que l'on apporte les réformes structurelles nécessaires. Et c'est ainsi qu'en enrichissant l'Afrique, avec justement ces mécanismes dont vous venez de citer, on peut créer suffisamment de richesses pour permettre à l'Union africaine de se doter de moyens aussi d'apporter sa contribution dans le règlement des difficultés en Afrique. Je pense que tout est question aussi de moyens, et ces moyens, on doit les chercher, mais ces moyens viendront qu'après une réforme, non seulement des institutions, mais aussi dans un pragmatisme économique réel. Et c'est là où nous devrions davantage miser. Sur l'écologie, par exemple, moi je dis, il faudrait que l'Afrique soit très prudente. Nous devrions aussi négocier une période de transition parce que le développement de l'Afrique passera nécessairement par une phase aussi de pollution industrielle. Si on vient à se lier aux différentes protocoles et qu'on n'avait pas le droit aussi d'industrialiser l'Afrique, nous risquons de nous lier et ne pas autoriser et permettre l'industrialisation de l'Afrique qui va nécessairement entraîner une pollution, alors qu'aujourd'hui, nous recevons de plein fouet les mutations de la pollution dans le monde, alors que nous ne polluons pas. Il faut que l'Afrique négocie une période moratoire d'une 50aine d'années d'abord et miser sur d'abord l'industrialisation de l'Afrique et puis après penser à ces questions. Parce que je crains que ça ne devienne un handicap pour le développement de l'Afrique si on venait à se lier par cette question majeure. Donc, pour l'Union africaine, effectivement, nous manquons de moyens et ces moyens ne viendront jamais tant que les réformes ne seront pas apportées et tant que l'Afrique ne s'enrichira pas. Et là, il faut que les leaderships en Afrique s'imposent. Mohamed cite aujourd'hui, on a un bel exemple, et il faut que d'autres pays aussi fassent de même et coordonnent pour une meilleure intégration et ne pas faire trop de politique comme certains, malheureusement, en font. Parce que pour quelques chefs d'État africains, ils sont restés bloqués dans l'idéologie des années 50, 60 et ils n'arrivent pas à se déconnecter, à se reconnecter dans le monde actuel parce que le monde actuel a besoin de paix, de sécurité, de développement, d'enrichissement. Il faut que les peuples s'enrichissent, il faut que les nations, l'Afrique s'enrichisse. C'est comme ça que nous pourrons donner à minima ce que la jeunesse a besoin, notamment dans l'éducation, la santé publique. Mais sans ces moyens, nous ne pourrons strictement rien faire, malheureusement. Professeur Abou-Dahab, un des sujets qui va certainement être sur la table de ce sommet de l'UA, il s'agit de la déclaration Tanger. Mais je voudrais vous interpeller sur l'appel de Tanger, justement, qui appelle à l'expulsion de cette entité fantôme, cette autoproclamée Arasde. Comment dépasser justement ces particularités politiques, appelons-les comme cela pour rester très diplomate, pour asseoir une réelle paix et sécurité et développement au sein du continent? C'est bien parti pour déjà. Où effectivement il y a certaines lubies qui s'accrochent. Si on ouvre la boîte de Pandore, et on se permet une rétrospective rapide, en 1984, au moment où cette prétendue république fut admise, dans les circonstances que tout le monde sait, eh bien, on va voir qu'il y a eu gravement atteinte, même à l'acte constitutif de l'OUA, qu'on appelait à l'époque la charte. Et donc aujourd'hui, on hérite toujours de cette hérésie juridique, de cette incohérence qui produit des effets négatifs, clive davantage parfois par un effet de cristallisation. Et aujourd'hui, encore une fois, excusez-moi de l'expression, l'Union africaine traîne cette incohérence. Et ça va rester ainsi de manière préjudicielle, car elle risque, elle l'a déjà fait, de brider parfois des élans que notre pays, surtout, voudrait apporter à cette institution. Mais au final, vous savez, la logique de l'histoire, elle est implacable. Je crois que cette question, aujourd'hui, il est temps de la remettre sur la table
mais de l'examiner, selon ma propre opinion, de façon plus approfondie. C'est vrai, il y a cette déclaration consistant à, comment dirais-je, à lancer une sorte de plaidoyer, un cri pour rappeler politiquement que voilà, il y a une incohérence à combattre et qui a été appuyée par beaucoup d'anciens responsables gouvernementaux de pays africains amis. Mais sur le plan de la procédure, vous savez, cela d'abord appelle un amendement de l'acte constitutif tel qu'il a été approuvé, entré en vigueur en 2002 à Durban, et en même temps avoir des majorités claires sur le plan donc, du quorum, je crois les 2/3, pour d'abord, dans un premier temps, introduire un amendement au niveau de l'acte constitutif, et puis au final passer au crible les éléments constitutifs pour d'abord interpeller cette entité, d'abord sur le plan de la population qui est telle, deuxièmement quel est ce territoire, prétendu territoire sur lequel elle exercerait une prétendue souveraineté, et quel est ce pouvoir politique effectif exercé, alors qu'on le sait, c'est plutôt l'Algérie qui abrite ce mouvement, devenu, encore une fois, dangereux. Et là, j'établis le lien, donc dans cette approche, ça a été rappelé par Sechrondi, le triptyque ou le nexus entre paix, sécurité et développement. Je rappelle quand même que déjà, début des années 90, quand Boutros Ghali, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, avait lancé l'agenda pour la paix, et déjà cette approche a été appropriée, adoptée dans le cadre de l'ONU. Ça veut dire qu'on ne peut pas combattre les fiefs ou les terreaux de la pauvreté sans aller vers les racines du mal et de la pauvreté, donc engager un développement global et intégré. Quelques années plus tard, l'ONU a lancé ce qu'on appelle les objectifs de développement du millénaire. En 2015, c'est objectifs de développement durable. Et je le crois fort bien. Nous avons besoin d'une doctrine, ça a été dit tout à l'heure par M. le ministre, au niveau de l'Union africaine, c'est-à-dire une véritable vision claire, mais en même temps adapter les moyens institutionnels à cette vision. Ce que je remarque, c'est paradoxal, je crois qu'il y a des tiraillements au sein de cette institution. C'est un peu effet boule de neige, c'est-à-dire progressivement, on a fait des injections pour créer des mécanismes à travers des protocoles comme la Cour des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour de justice de l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité. J'ai l'impression que nous sommes dans une structure qui est un peu éclatée, un peu dispersée. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'une Afrique. Il y a des Afriques, géographiquement, oui, géopolitiquement. Bon, parfois, c'est vrai, avec tout le respect que je vois, Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut comparer l'Afrique à la Chine, qui est un pays plutôt cohérent, avec une histoire commune, avec des ambitions communes, etc. Mais on peut se permettre du benchmarking. La question aujourd'hui, que voulons-nous faire de cette institution ? Est-ce qu'on peut réellement, aujourd'hui, l'ancrer au niveau environnemental et carrément engagé, c'est vrai, selon une approche pragmatique, successive, réaliste et fiable aussi, applicable à un développement profitable à toutes les populations africaines, notamment les femmes, les jeunes, les enfants, etc. Voilà. Alors, un mot sur le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, professeur Choukondi. Suspension, levée ou pas, vous pensez, après ce 36e sommet de l'UA ? D'abord, comme je le disais tout à l'heure, quand nous sommes frappés par des crises économiques, ça a des répercussions, étant donné que certains pays sont fragiles, ils ont du mal parfois à contrôler l'ensemble de l'étendue territoriale et ainsi de suite. Il manque de soutien financier autre, en plus d'une intervention éclatée des puissances qui veulent parfois apporter de l'aide. Ça fragilise davantage ces États et ça nous amène au coup d'État. Regrettablement, ça nous amène au coup d'État. Donc, je crois que l'impératif démocratique, il faut qu'il demeure, c'est-à-dire il ne faut pas que l'Afrique connaisse une régression au niveau démocratique. Et le contexte actuel s'y prête. Étant donné que nous faisons face à plusieurs crises, étant donné que la plupart des pays africains se heurtent à l'urgence, il y a des urgences en tout cas multiples, donc on a du mal à se projeter dans le long terme. On a du mal à concevoir tout ce qui est développement. Et donc, c'est-à-dire, et ça peut générer surtout cette diversification des partenaires en Afrique. Surtout, les nouveaux partenaires, ils arrivent avec une espèce de gouvernance neutre. Donc, par le passé, il y avait une espèce de soft power que l'on appelait la bonne gouvernance. Et donc, dans la bonne gouvernance, il y avait des conditionnalités imposées aux pays africains, des conditionnalités liées à tout ce qui est investissement dans le renforcement de la bonne gouvernance. Peut-être avec la diversification des partenaires, il y a un relâchement des conditionnalités, surtout au niveau démocratique. Donc, en tout cas, il ne faut pas
que le contexte actuel s'accompagne par une espèce de régression au niveau démocratique. Donc je pense que la question c'est-à-dire des trois pays, des trois gouvernements militaires qui sont engagés dans une phase de transition sera discutée lors du sommet de l'Union africaine. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'objectif étant de faire en sorte qu'on continue à investir dans la gouvernance parce que, étant donné que les moyens sont négligeables, les moyens financiers, étant donné que l'Afrique n'arrive pas à lever des fonds sur les marchés internationaux, étant donné qu'il y a un essoufflement de la coopération internationale qui s'accompagne par une réduction de l'aide publique au développement, par une réduction des investissements en direction des pays africains. Donc c'est le moment de renforcer, c'est-à-dire tout ce qui est investissement dans la gouvernance, tout ce qui est bonne gestion, tout ce qui est allocation optimale des ressources. Donc je crois qu'on devrait continuer à prêter attention et à être peut-être intransigeant par rapport à la question démocratique. Dernière question que je vous adresse, Excellence, Monsieur El Masseli, en tant qu'ancien chef de la diplomatie, diplomate chevronné, mais aussi juriste. Comment des questions, effectivement, peuvent peut-être diviser, mais aussi dépasser ces questions de division, notamment entre certains pays africains. Et là, je fais clairement allusion à ces tensions entre deux voisins, entre le Maroc et l'Algérie, mais que ce soit dépassé pour faire de cette Union africaine vraiment une institution panafricaine, certes, mais une et seule et unique voie pour défendre les intérêts des citoyens et citoyennes africains. Alors, avant de répondre à votre question, le prédécesseur qui vient de parler vient de relever quelque chose de très important. C'est autour de valeurs communes que nous devrions nous asseoir, et quelles que soient les différences historiques, géographiques, mais s'il y a une volonté politique réelle pour l'Afrique de s'intégrer, moi j'y crois. Je pense qu'un pays comme l'Espagne est beaucoup plus proche du Maroc qu'elle ne l'est à la Croatie ou à la Pologne, à tout point de vue. Dans l'histoire, le Maroc est entremêlé avec le Maroc beaucoup plus que l'Espagne ne l'est avec la Croatie ou la Pologne. Or, la Croatie, la Pologne et l'Espagne se sont unis aujourd'hui autour d'une communauté économique européenne, puis après vers l'Union européenne aujourd'hui et peut-être demain vers un État confédéré. Donc je pense que les différences ne sont pas un handicap s'il y a une réelle prise de conscience et une volonté politique forte. Personnellement, j'y crois et je milite. À propos de la RSD d'abord, je voudrais appuyer aussi ce que disait le collègue qui parlait. C'est une irrégularité, mais historique, parce que d'abord, c'est la seule république, je dirais, STF, sans territoire fixe. Il n'y a aucun État qui n'a pas de territoire fixe. Pourquoi l'ANC, à l'époque qui luttait pour l'indépendance et pour libérer l'Afrique du Sud, n'a jamais été accepté dans l'Union africaine comme étant un État. Et pourquoi la RSD a été aujourd'hui acceptée? Ce n'est pas normal. Comment peut-on comprendre qu'une république qui se dise république, qu'elle soit la seule institution au monde qui ait reconnu la RSD, c'est l'Union africaine? Comment peut-on comprendre qu'elle se dit arabe alors que la Ligue arabe n'a pas reconnu cette république? Comment peut-on accepter qu'il soit un sujet de droit international alors que les Nations unies n'ont jamais accepté cette institution comme étant un État, donc un sujet de droit international? Donc ces irrégularités cumulées font qu'aujourd'hui, il se pose un vrai problème, effectivement, qui risque de créer un précédent fâcheux parce que d'autres demain voudront aussi s'appuyer sur cette irrégularité pour obtenir ce que les Sahraouis, cette population a pu obtenir à travers des puissances qui l'ont soutenu. Je pense qu'il est temps, et j'espère que cette nouvelle présidence qui s'ouvre pour les Comores pourra contribuer à l'inscription de ce problème pour qu'il y ait une solution définitive et sur le plan légal avec tous les arguments aussi bien historiques, parce qu'il n'y a jamais eu un gouvernement dans l'histoire du Sahara, il n'y a jamais eu un gouvernement sahraoui. Ça a toujours été une population
composante du royaume marocain, à l'instar de la population du nord, du centre et de toutes les régions du Maroc qui ont justement, dans cette addition de ces populations, ont fait la richesse de ce qu'est devenu le Maroc depuis 1000 ans. Parce que je rappelle que le Maroc est un vieux pays, une vieille nation de 1000 ans. Moi, je rappelle à ceux qui ne le savent pas, je rappelle souvent aux jeunes que, vous savez, le Maroc est né il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans à Fès, avec un sultan qui l'a créé. Il y a eu une concomitance pendant que la France a abandonné le nom de la Gaule pour créer la France d'aujourd'hui. Donc le Maroc n'est pas un pays comme les autres, un pays qui a des racines profondes et qu'on ne peut pas accepter qu'une population d'une région se revendique, soit manipulée, se revendique une nation qui n'a jamais été, un État qui n'a jamais été, et un gouvernement qui n'a jamais possédé dans le passé sur le plan historique. Et c'est là où vraiment il faut que les gouvernants africains, et Dieu merci, il faudrait qu'on le dise aussi, ils sont nombreux pays africains à avoir admettre et de plus en plus une grande manipulation. Il y a eu un grand malentendu, mais en réalité, la RSD ne peut pas être une république parce qu'elle n'a pas les attributs de droit, elle n'a pas de territoire, n'a pas une population, une emprise, et un gouvernement qui a une emprise sur ce territoire et ce gouvernement. C'est une population, et que si en Afrique, toute ethnie devait avoir un État et être admis à l'Union africaine, il y aura 1000 États à l'Union africaine parce qu'il y a 1000 ethnies en Afrique, et ce serait extrêmement dangereux. Pour revenir, je pense que Sa Majesté Mohamed VI, à l'instar de ses parents et des prédécesseurs, ont toujours mené une politique de main tendue à l'Algérie, espérant que l'Algérie comprendra que l'intérêt du Maghreb, l'intérêt du monde arabe, l'intérêt de l'Afrique aujourd'hui se situe justement dans l'apaisement et dans la solution apaisée, dans une relation apaisée et dans une solution politique telle que Sa Majesté Mohamed VI a fait la proposition, et telle que des pays comme l'Espagne, qui était l'ancien colonisateur de cette partie du Maroc, a admis aujourd'hui que c'était la solution juste, équitable, et que les Nations Unies aujourd'hui sont en train de soutenir cette proposition. Voilà ma position, et je pense qu'il faut que les gens le comprennent. Merci beaucoup. Il faut que les gens le comprennent et que, effectivement, on revienne à ce discours de raison que vous venez de si bien détailler et analyser. Excellence, Monsieur Fahmi Saïd Ibrahim El Masli, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je voudrais finir avec un autre discours de Sa Majesté, un autre extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI prononcé à l'occasion du retour du Maroc au sein de l'UA, c'était le 31 janvier 2017, par rapport justement à cette union et par rapport à la présence du Maroc. Nous n'ignorons pas que nous ne faisons pas l'unanimité au sein de cette noble assemblée. Loin de nous l'idée de susciter un débat stérile. Nous ne voulons nullement diviser, comme certains voudraient l'insinuer. Et vous le constaterez, dès que le Royaume siégera de manière effective et qu'il pourra apporter sa contribution à l'agenda des activités, son action concourra, au contraire, à fédérer et à aller de l'avant. Merci beaucoup encore une fois, Excellence, Monsieur El Masli, d'avoir été avec nous depuis Paris. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Merci. Et merci à vous également, très cher professeur Si Mohamed Chkroundi. Et c'est Zakaria Bouddha. Merci à vous, Madame. Madame Un plaisir. Merci à vous. Merci à vous pour votre fidélité à Question d'Actu. Très bonne soirée à tous.